Depuis des semaines, les passionnés de conduite remplacent le siège du conducteur par le fauteuil du salon. Maintenant qu'on recommence à sortir de chez soi, Mazda offre 0% de financement à l'achat, des options de crédit différées et la seule garantie à kilométrage illimité au pays. Redécouvrez le plaisir d'être assis au volant. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui avec votre concessionnaire Mazda. Pour toutes les nouvelles Mazda 2020, des conditions s'appliquent, détails chez vos concessionnaires Mazda. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors, nous allons bien sûr parler du Parti conservateur avec Mathieu Bock-Côté. Mais tout d'abord, Mathieu, j'aimerais, parce que je viens de discuter avec Jérôme Blanchet-Gravel et on parlait de la violence gratuite en France. Il y a des émeutes encore aujourd'hui. Bon, tu connais beaucoup la France, t'es là assez souvent. T'en penses quoi de ça? En fait, il y a rien de nouveau, sinon une intensification de ce qu'ils appellent très pudiquement les incivilités. C'est la formule tout enrobée, le novlanguesque d'Emmanuel Macron pour parler de la multiplication des violences. Ça a monté en ces derniers mois. Un chauffeur de bus qui s'est fait agresser, qui en est mort, des rodéos de plus en plus nombreux, appelez comme ça. Là, on a vu dans les foules en liesse, pour le dire comme ça, dans les tournois de football. Rien de cela n'est surprenant. Le fait est que les médias ont la tentation de traiter cela comme des faits divers chaque fois, pour éviter de remettre en question l'idée du vivre ensemble diversitaire. C'est la réalité et qu'il y a un lien direct entre immigration et insécurité. Non pas que tous les immigrants causent l'insécurité, bien sûr que non, mais il y a un lien direct entre les deux qui est difficilement contestable. On l'a vu à Dijon au mois de juin, si je me trompe pas, où des bandes tchétchènes affrontaient des bandes algériennes et se sont réconciliées à la mosquée. Donc, on fait la paix à la mosquée. Donc, on est dans un pays qui perd de plus en plus le contrôle de sa propre réalité et les hommes politiques, les leaders politiques font des déclarations musclées, multiplient les rodomontades, mais sur le fond des choses se montrent bien impuissants à contenir une réalité c'est une forme de dynamique qui a échappé complètement au pouvoir, puis on cherche aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait stopper ça, contenir, renverser la tendance. Est-ce que tu es optimiste? Non, optimiste pas vraiment, mais désespéré non plus. C'est-à-dire la situation est tragique, elle est grave. Le système médiatique, pour l'essentiel, tend justement à traiter en fait divers des éléments qui ont une portée politique évidente aujourd'hui. Le politique multiplie les déclarations, ça devient presque objet de moquerie. Nous condamnons fermement au nom de la République ces gestes inacceptables. Puis là, le lendemain, on fait un autre tweet avec la même formule et un autre tweet et un autre tweet. Donc, mais une fois que c'est dit, je suis de ceux qui croient que même les situations les plus bloquées, les plus désespérantes, porte une possibilité de redressement, parce qu'à partir du moment où on commence à agir, où on sort de l'espèce du fait d'être prostré, enfermé, étouffé en soi-même, l'action crée des possibilités nouvelles, et puis l'idée, c'est que quand une dynamique de redressement s'engage, elle peut s'accélérer. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Oui, écoute Mathieu, on va parler de l'élection de Erin O'Toole. Sur ma page Facebook ce matin, j'ai écrit qu'il vient de donner un autre mandat à Justin Trudeau, parce que j'imagine mal des libéraux déçus de Justin Trudeau qui auraient peut-être pu faire le saut avec Peter MacKay, mais je les imagine mal faire le saut pour Erin O'Toole. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi, de l'élection d'Erin O'Toole? Je suis pas certain nécessairement de partager ton avis. C'est-à-dire que, Erin O'Toole me fait penser, si on aime les comparaisons historiques, à Robert Stanfield. C'est-à-dire un conservateur canadien-anglais, mais tu sais, un Canadien-anglais typique, disons ça comme ça, qui veut avoir la main tendue envers le Québec. Donc, il parle des deux peuples fondateurs. Ça, dans le Canada du multiculturalisme, c'est presque inimaginable, c'est péché. Il tend la main aux nationalistes québécois. Ensuite, la question, c'est est-il capable de percer au Québec? Ça, moi, je dis, il y a toujours deux stratégies pour les conservateurs au Québec. La première, c'est la stratégie de droite. C'est la stratégie où on cherche à consolider les comtés dans la région de Québec, donc c'est comme ça, et on veut une base de députés, on pense la maintenir. C'est le Parti conservateur qui vise la droite. Et il y a la stratégie Mulroney, qui est la stratégie, on essaie d'être le Parti nationaliste au Québec. Est-ce que c'est possible?
comment s'appelle-t-il, O'Toole envoie le signal que c'est ce qu'il voudrait faire. Cela dit, je pense qu'au Québec, le terrain du nationalisme est occupé cette fois-là encore une fois, par le Bloc. Et les Québécois, puis ça, on oublie quelquefois, les gens disent, comment tasser les libéraux si on vote pour le Bloc? Et là, à ça, la réponse est claire. Le Canada n'est pas un pays unifié. C'est un pays avec plusieurs dynamiques régionales. Donc, au Québec, si on veut pas voter pour les libéraux, on vote pour le Bloc. Dans le Canada Atlantique, on vote pour si on veut pas voter pour les libéraux, on vote pour les conservateurs. Dans certains endroits, on vote pour le NPD. Donc, la responsabilité, je dirais, de ceux des conservateurs, s'ils veulent renverser les libéraux, eh bien, c'est d'être capable d'être convaincants au Canada anglais, de faire le travail chez eux, de réussir à être clairement à renverser les libéraux au Canada anglais. Et au Québec, le Bloc s'occupe normalement, lorsqu'il n'est pas trop mauvais, de faire barrage aux libéraux. Mais c'est donc, autrement dit, le Parti conservateur ne peut espérer un retour au pouvoir je dirais aux prochaines élections à long terme, on ne sait jamais, mais qu'en étant un gouvernement minoritaire qui s'appuierait d'une manière ou de l'autre sur le Bloc, qui aurait un agenda de revendication politique ou constitutionnelle. Est-ce que c'est un scénario possible? Il n'est pas inimaginable, bien qu'il soit improbable. Il n'en demeure pas moins que devant devant Trudeau, qui est une catastrophe ambulante, à la fois pour sa PCU, à la fois pour le scandale à la fois pour ses pitreries à répétition, à la fois pour sa gestion lamentable de la pandémie, Trudeau est faible, je répète, il est affaibli. Ensuite que les conservateurs sont capables de faire le travail. O'Toole, par ailleurs, n'est pas un conservateur social comme l'était Andrew Scheer. Par ailleurs, il sait que les conservateurs sociaux font partie de son parti. Donc, mais c'est que ça va falloir qu'on accepte, c'est-à-dire tant qu'on est dans le Canada, moi personnellement je veux en sortir, mais au Québec, les conservateurs sociaux, pour nous, c'est comme un peu plus étrange qu'un ovni. Dans l'Ouest canadien, ça fait partie du paysage. Je dis pas que c'est appréciable. Je dis que dans leur paysage mental et politique, ils font partie du jeu politique. Ils font partie du jeu social. Donc, les conservateurs, ils cherchent à les domestiquer, à les calmer. Et puis, la différence entre McKay et O'Toole, c'est que McKay disait, en gros, je ne veux pas de vous, alors que O'Toole dit, je ne suis pas avec vous, mais je vous respecte. Bon, est-ce qu'il est un peu la politique d'Harper? Est-ce qu'on peut lui reprocher de chercher à tenir ces gens-là dans sa coalition en s'interdisant de leur cracher dessus? Là, ça commence à être un peu exigeant. Tu sais, aux dernières élections fédérales, je l'avais dit, j'avais voté Bloc. Pourquoi? Parce qu'entre autres, la loi 21 était très, très, très attaquée par le Canada anglais. On nous traitait de racistes de tout bord, de tout côté. C'était un message que je voulais envoyer. J'espérais une forte présence du Bloc comme un genre de majeur dressé devant le Canada anglais. Reste que en votant Bloc comme ça, reste que j'ai participé à garder Justin Trudeau au pouvoir. Mais c'est faux. C'est ça qui est particulier. Ce raisonnement, c'est que ce que tu dis présuppose que les conservateurs aient le début d'un quart de chance au Québec. Or, le fait est que les conservateurs ont eu un moment où ils auraient pu renverser ça. C'est quand le Bloc s'est effondré. À partir de 2011, les conservateurs auraient pu dire, c'est bon, nous, on va être le Parti nationaliste au Québec. Ils avaient même cherché à le faire, soit dit en passant, si on s'en souvient, en 2008, si je ne me trompe pas sur la date de l'élection, puis ils s'étaient effondrés sur la question des coupes en culture. Donc, au Québec, dans le pays qui est le Canada, l'alternative, pour l'instant, dans 20 ans, j'en sais rien, mais l'alternative, si on veut pas des libéraux, dans le cadre régional, entre guillemets, qu'est le Québec, c'est le Bloc. Ensuite, si t'es un électeur très à droite qui veut voter à droite pour la droite en tant que droite, évidemment, il y a des conservateurs. Puis si tu veux voter pour la gauche en tant que gauche, parce que la gauche, ça compte, t'as le NPD. Mais le parti d'alternance comme je dis, aux libéraux au Québec, c'est le Bloc québécois. Oui. Mais comme défense des intérêts du Québec, là, est-ce que c'est mieux Erin O'Toole ou c'était mieux Peter McKay? Je crois que si, du point de vue de l'intérêt du Québec, je pense que O'Toole a la main tendue, disons ça comme ça. Ensuite, tout dépend de ce qu'on espère du Canada anglais. Mais Peter McKay, c'est comme une version un peu drabe, un peu soft du Parti libéral. C'est un homme honorable, sans le moindre doute, qui a le sens du service public. Donc, il n'a loin de moi l'idée de le mépriser. Mais si on cherche la différence idéologique de fond entre McKay et Trudeau, on la trouve pas tant que ça, sinon que McKay sait mieux compter et est plus responsable.
notable, ce qui n'est pas un détail. Avec O'Toole, on a une autre vision du Canada. C'est pas simplement le Parti libéral bis avec un petit peu de bleu, c'est une autre vision du Canada. Donc c'est pour ça que là-dessus, les symboles historiques, les questions d'identité sont plus importantes qu'on le dit. C'est la main tendue, c'est cette idée de Canada des deux nations, bien qu'encore une fois, ça relève plus du slogan que de la réalité en ce moment, mais dans le Canada qui est le nôtre aujourd'hui, multiculturaliste à l'extrême, politiquement correct de manière absolument enragée, eh bien, il n'est pas insensé de se dire qu'un conservateur qui affronte frontalement les libéraux, ça soit une mauvaise idée. Parce que quand on a le choix entre l'original et la copie, pour reprendre la formule, eh bien, l'original gagne souvent. Si les conservateurs disent on n'est pas des libéraux, on est autre chose, ça, c'est déjà une autre offre. Ensuite, ils doivent pas se laisser confier. C'est ça, c'est qu'il par leur aile sociale. C'est que Peter MacKay est un petit peu trop rouge pour eux autres. Ils ont dit, regarde, Justin Trudeau, il est très, très rouge. Fait que nous autres, on va voter pour quelqu'un de très, très bleu. Alors, c'est une confrontation frontale, comme tu dis. Oui, puis avec par ailleurs cette idée que ce n'est pas non plus, comme je dis, on n'est pas devant un conservateur social un peu qui s'intéresse exagérément à ce qui se passe dans la chambre à coucher des gens. Ça, c'est un élément central. On n'est pas devant quelqu'un qui est dans l'espèce de c'est pas c'est pas un peu réformiste à l'ancienne. On est quand devant un conservateur historique, disons ça comme ça. C'est pas c'est pas l'écho du Reform Party strictement. Il y a quelque chose d'autre chez lui. Donc ça c'est pas un personnage négligeable. Ensuite, ça nous ramène à Andrew Scheer un peu. Il était bien vu hier de se moquer de son discours qu'il a fait à la convention conservatrice. Et moi, je trouve quand Andrew Scheer critique, j'en parle dans ma chronique demain dans le journal, quand il critique les médias, et on dit, oh là là, il n'y a pas le droit de critiquer les médias. Mais comment ça, il n'y a pas le droit de critiquer les médias? S'il trouve que les médias sont orientés, biaisés, ont des préjugés idéologiques, c'est son droit le plus élémentaire que de le dire, puis de dire un instant, la radio-télévision fédérale est orientée, elle est biaisée. Moi, les médias, c'est un contre-pouvoir, oui, mais les contre-pouvoirs doivent être observés aujourd'hui. Moi, j'ai même tendance à croire aujourd'hui que les médias, c'est presque le vrai pouvoir, et le politique, c'est le dernier contre-pouvoir. Parce que le politique, c'est le dernier rang d'eau, la souveraineté populaire peut se faire entendre. Alors, de ce point de vue, que les conservateurs osent critiquer les médias, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Quand O'Toole a dit pendant la chefferie qu'il allait se battre pour restaurer la liberté d'expression dans les universités, quand il disait qu'il allait se battre contre la cancel culture, ben franchement, là-dessus, moi, je veux pas lui reprocher. En plus, il disait qu'il voulait définancer la CBC. Bon, ben, à tout le moins, prenons ça au sérieux. Donc, une fois que tout cela est dit, il ose critiquer le système médiatique. C'est dur de critiquer le système médiatique, mais sachant que de toute manière, le système médiatique va taper sur des conservateurs de toutes les manières possibles, il n'est pas interdit en ce monde de se défendre de temps en temps. Tout à fait. Ben, excellent. Tu vends bien, Erin O'Toole, Mathieu. Oh, loin de moi l'idée de le vendre. Moi, je brandis le drapeau québécois, mais j'essaie d'analyser honnêtement. Merci, ça t'honore. Mathieu Bock-Côté, chroniqueur et blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Puis on peut, bien sûr, écouter sa balado ici à Cube. Les idées mènent le monde. Chérie, cet été, là, je veux embellir le patio. Ouais, OK, là, mais notre crédit en a pris un coup dernièrement. J'ai entendu parler de Crédimatique qui offre des prêts personnels sans enquête de crédit. Il coûterait combien ton petit projet, là? Pas de danger de m'emporter. Les prêts vont seulement de 250 à 1250 $. En tout cas, j'ai vraiment pas le goût de passer une semaine à faire des démarches. Avec Crédimatique, c'est rapide. Dans une semaine, on va déjà être en train de profiter de notre beau patio. Besoin d'argent sans enquête de crédit? Pensez à Crédimatique. Faites votre demande. 5 ans devient un plan sur 5 jours. Vous savez que vous faites affaire avec l'inhabituel. Exportation et Développement Canada est là pour aider les entreprises de toute taille avec des solutions financières et des conseils d'experts. Visitez edc.ca dès aujourd'hui. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors, des chroniqueurs qui polarisent, des animateurs qui humanisent. Donc, Mathieu Bock-Côté va polariser, je vais humaniser aujourd'hui. Salut Mathieu. Je propose l'inversion des rôles. OK. Alors, tu veux revenir sur le livre de Paul Saint-Pierre Plamondon, on l'avait un peu plus tôt à l'émission, Rebâtir le camp du oui, chez VLB Éditeur. Tu en penses quoi? Ben, en fait, beaucoup de bien. J'ai lu ça, je l'ai lu hier soir, et il y a deux choses. Premièrement, on est devant un ouvrage qui prend au sérieux les idées, la politique. On n'est pas simplement devant une espèce d'ouvrage gâteau pour nous dire, une espèce de pas faire de soi-même un portrait complaisant. C'est une réflexion qui, sous le signe de la question nationale, de la souveraineté, sous le signe de la plus grande honnêteté. C'est-à-dire, globalement, l'auteur nous dit
se battre pour la souveraineté, c'est essentiel, mais aujourd'hui, c'est loin d'être à la mode et on a l'impression que tout joue contre nous. Et pourtant, il faut le faire, non pas parce qu'il faut se soumettre ou non aux modes, mais parce qu'on croit que c'est bon en soi. Et quand on croit qu'une idée est valable en elle-même, il faut aller contre les modes, il faut aller contre l'idéologie dominante en se disant qu'on va réussir avec à la fois des arguments, du travail, du militantisme, à convaincre des gens que c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. C'est ensuite, ça, c'est ce qu'il me disait plus tôt, là, parce qu'il revenait sur ma chronique d'aujourd'hui où je disais, vous vous battez vraiment contre l'air du temps, les jeunes sont pas là. Pour les jeunes, la nation est un mot honni. Autant c'est un mot qui était noble, qui était fantastique, qui ralliait les gens dans les années 70, autant aujourd'hui c'est un mot tabou. Il dit oui, il est lucide. Il dit c'est vrai que on part avec deux strates contre nous autres, c'est difficile, mais c'est pas vrai que je vais m'écraser à cause de ça. Je prends le bâton du pèlerin puis je vais repartir pour expliquer aux jeunes l'importance et la modernité du projet souverainiste. Oui, mais j'espère que toutes les figures politiques, tous les hommes politiques, les femmes politiques, j'espère qu'ils ont le même rapport au monde. C'est-à-dire, s'ils croient que quelque chose est bon pour leur pays, j'espère qu'ils vont pas s'interdire de le dire parce qu'ils vont se dire, mais c'est pas à mode. Puis en plus, moi, je ferai une nuance à ce que tu dis, c'est-à-dire, si on regarde, quand on nous dit, regardons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Regardons ce qui se passe en Écosse, en Catalogne, en Europe. L'idée nationale est de retour à bien des égards. Depuis quelques années déjà, elle n'est pas à la mode dans les départements de sciences sociales universitaires et dans les médias. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y a un retour de la question nationale sous différents visages aujourd'hui. Ça, je pense que ça fait aussi partie de notre époque. Ensuite, quand il y a eu la passion québécoise pour la laïcité, c'est lié à la question nationale. Ça aussi, c'est un geste d'affirmation nationale. Donc, je suis pas certain que l'époque soit aussi hostile qu'on veut bien le croire à la chose. Mais pour ce qui est du livre, ce qui est intéressant, c'est que ça cherche à inscrire le projet souverainiste dans le monde qui est le nôtre. Donc, il aborde des questions comme le multiculturalisme canadien, le débat sur le racisme systémique. Il aborde la question de la démondialisation. Qu'on le veuille ou non, il y a un traumatisme qui va être lié aux 6 premiers mois de cette année. Le rapport à la mondialisation ne peut plus être le même. Il s'intéresse, ça c'est une chose intéressante en évoquant le parcours de son ancienne amie Mélanie Joly, il s'intéresse au fait que selon les idées politiques que vous adopterez dans ce pays-là, vous aurez une carrière lumineuse ou une carrière difficile. Puis lorsqu'un francophone de talent, ce qui est le cas de Mélanie Joly, embrasse le régime fédéral dans sa logique intime, on peut être propulsé dans les cercles de pouvoir les plus élevés. Quand on embrasse la cause souverainiste, on en paie le prix, surtout si on est justement dans le milieu des affaires, du droit, où le souverainisme passe pour une forme boueuse de l'hérésie. Donc, je trouve que c'est un livre qui a cette vertu. Ensuite, on peut être en désaccord pour plein de points dans le livre, mais qui a la vertu de prendre au sérieux son projet et de nous dire on va débattre de ce projet-là et pas simplement de ce que l'on croit être la mode. Mais tu sais, vers la fin, il dit il faut devenir un pays pour être plus vert. Il faut devenir un pays pour lutter plus efficacement contre l'évasion fiscale. Il faut devenir un pays pour j'ai la phrase, je disais ça, j'ai la phrase de Pierre Falardeau, l'indépendance se vaut en soi. On n'a pas besoin de l'arrimer à une cause qui est plus noble. Tu trouves pas qu'il tente tu trouves pas qu'il tente justement d'essayer de vendre l'indépendance aux jeunes en essayant de l'arrimer à une cause qui fait un peu du clientélisme? Laisse-moi te lire la première phrase du livre qui est pas sans intérêt. Moi, ça m'a marqué parce que c'est le genre de question qui m'obsède depuis longtemps. Je cite. Au cours des dernières années, j'en suis venu à conclure que l'indépendance du Québec était une question de survie linguistique et culturelle pour le Québec. Première phrase du livre. Donc la thèse de fond, la raison fondamentale. Ensuite, selon les circonstances, pour moi, l'indépendance, c'est une question de survie nationale, c'est une question de salut national. Ensuite, oui, je pense effectivement que ça va nous permettre de nous débarrasser d'un dédoublement administratif insensé. Ça va nous permettre de nous sortir d'une économie qui est centrée sur les intérêts de l'Ouest canadien et de l'Ontario plutôt que du Québec. Tout ça, je le crois. Oui, mais ça, on le sait, là, on le sait depuis les années 70, c'est les mêmes arguments, là. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il est normal qu'un discours politique s'adapte aux circonstances. Mais ensuite, il faut savoir c'est quoi le noyau. Est-ce que le noyau, c'est justement quelque chose d'évanescent, de flou, d'insaisissable ou qui relève purement de la communication et du marketing? Ça serait désolant. Ou quel est le noyau? Puis moi, c'est pour ça que je relis la phrase. L'indépendance, question de survie linguistique et culturelle pour le Québec. Et ça, de ce point de vue, je pense que ça nous ramène à ce que des souverainistes ont oublié depuis 25 ans. C'est pas simplement une option, c'est une question de survie. Écoute, on se retrouve là avec 3 souverainistes pressés, là, non? Frédéric Bastien, Guy Nantel et Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'est-ce qui les distingue l'un de l'autre?
Moi, je fais ça. En fait, il y a aussi Gaudreau. Sylvain Gaudreau prétend aussi engager une démarche référendaire. Moi, je dirais que dans cette course-là, en fait, tous les souverainistes sont pressés. Ça, c'est ma conviction fondamentale. Quand on a un souverainiste, on pense que l'indépendance aurait dû se faire hier, devrait se faire aujourd'hui, au pire demain. Ensuite, il y a des souverainistes qui sont optimistes ou pessimistes selon les circonstances. C'est-à-dire, il y en a qui se disent, par exemple, Frédéric Bastien nous dit... on ne pourra retrouver la souveraineté qu'après avoir fait une démarche de revendication constitutionnelle au Canada. Donc, il y a une démarche très particulière qui mérite d'être entendue. Frédéric Bastien veut recréer finalement le contexte de Meach en disant on va obliger le Canada soit à nous céder des pouvoirs qu'on juge fondamentaux, et sinon, si le Canada nous dit non à des choses fondamentales, ben là, ça va réveiller les Québécois. Ça, c'est sa thèse. Il y a Guy Nantel qui croit, lui, une forme de volontarisme, c'est-à-dire il faut simplement présenter le projet en tant que tel, puis les gens vont s'y convertir. Mais il y a un problème, puis c'est honorable parce qu'il dit on va parler clairement des choses, mais il nous propose un référendum sur une constitution d'un Québec souverain plutôt que sur l'indépendance. Donc, en gros, un référendum où les Québécois se diviseraient selon le critère gauche-droite plutôt que selon la question nationale, finalement. C'est ça qui est tragique. Mais au-delà, je dirais, pour moi, des nuances référendaires, la question fondamentale en ce moment, pour moi, c'est celle de la pertinence de l'idée d'indépendance. Est-ce qu'on croit que cette question-là doit avoir de la place dans le débat public? Si oui, est-ce qu'on croit qu'un parti politique doit être capable de la porter à l'Assemblée nationale? Si oui, toujours, eh bien, est-ce qu'on réussit à convaincre la population de renouer avec cette idée-là en la mettant de l'avant ou en la traitant comme une maladie honteuse ou comme un boulet ou comme une conviction discrète? Et est-ce qu'on doit avoir le souverainisme discret comme d'autres ont le catholicisme discret? Ou est-ce qu'on est plutôt devant une cause qui ne peut progresser que si on la met de l'avant? Alors moi, ensuite, il y aurait bien des nuances à faire. Je pense que tout ça dépendra de ce que va faire la CAQ par rapport au Canada, de l'évolution du débat sur la laïcité, de la prise de conscience sur la langue. Donc, il y a tout un immense contexte qui dépend pas de la volonté des uns et des autres. Mais une fois que c'est dit, dans ce paysage politique, est-ce qu'un leader souverainiste, ce que veut être PSPP, doit mettre de l'avant sa cause ou est-ce qu'il doit la traiter comme une maladie honteuse? Et ensuite, quelles sont les raisons pour lesquelles il est souverainiste? Et moi, je pense que c'est ce qui a manqué depuis 25 ans aux indépendantistes, c'est de rappeler que l'indépendance, c'est justement pas juste une affaire d'environnement, puis les jeunes, puis la décentralisation. C'est survie linguistique, indépendance valable en elle-même, survie culturelle, s'affranchir d'un pays qui nous nie, s'affranchir du multiculturalisme canadien. Autrement dit, le noyau doit être redécouvert, puis c'est la vertu de ce livre. Au-delà, ensuite, il y aurait plein de discussions à avoir sur des détails dans le livre, mais sur le fond des choses, il rappelle cette vertu-là, et je trouve que c'est pas trop dans la course au pays. C'est ça, c'est comme si le PQ disait, hey, c'est vrai, nous autres, on a été fondés pour parler de souveraineté, donc on revient à la case départ, comme si on l'avait oublié un peu, ce projet-là. Là. On revient à la base même du parti, sa mission fondamentale. Il y a même une chose qui est intéressante dans le livre, tu l'auras probablement noté, c'est que Pierre Plamondon, qui est un homme de centre-gauche, il n'y a pas de doute là-dessus, mais qui plaide pour la coalition. Moi, ça fait. Donc, il dit qu'il y a de la place pour des éléments conservateurs au Parti québécois. Il y a de la place pour des questions identitaires. Donc, on nous dira ça va de soi, mais pendant longtemps, ça n'allait plus de soi. Le PQ, pendant trop longtemps, a voulu se définir comme un parti presque progressiste d'abord et souverainiste ensuite. Or là, si c'est une coalition, comme il nous dit, mais ça veut dire qu'il y a de la place pour des gens qui aiment Lucien Bouchard et des gens qui aimaient Jean Garon, tout comme pour des gens qui aiment Louise Arel et qui aiment aujourd'hui le progressiste du moment, disons ça comme ça. Il doit y avoir de la place pour des gens qui sont des lecteurs de Richard Martineau et d'autres pour des lecteurs, je sais pas moi, trouvons une figure progressiste légitime, il en manque pas. Il en manque quelqu'un pas. qui écoute Radio-Canada. Quelqu'un qui écoute Radio-Canada. Donc, il doit y avoir de la place pour un lecteur du journal et pour un auditeur de Radcam. Il doit y avoir de la place pour quelqu'un qui aime bien ce que je fais et pour quelqu'un qui considère que Gérard Bouchard, c'est pas si mal non plus. Ça, c'est une coalition. Une coalition, c'est... Parce que ça, c'est qu'il faut l'idée un peu bizarre, c'est on va tous s'entendre, puis les détails de nuances seront secondaires. Non, une vraie coalition, c'est des gens qui s'entendent pas sur plein d'affaires, mais qui pensent qu'il y a quelque chose de plus grand qui les dépasse. Et ça, pour moi, c'est une autre idée à redécouvrir. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que la vraie question, c'est est-ce qu'on peut encore faire renaître le PQ ou est-ce que ce parti-là a le sort de l'Union nationale? Est-ce qu'il va finir dans des poubelles de l'histoire? Je pense que cette course à la chefferie-là va nous permettre de répondre à cette question. Est-ce que ce parti peut renaître? Ça reste à voir. Mais à tout le moins, pourvu que le débat se fasse sur des idées plutôt que sur un cercueil. Et le livre s'intitule, j'aime bien ça, Rebâtir le camp du oui, c'était MCB sur PSPP. Merci beaucoup, Mathieu. Au grand plaisir. Bye bye. Salut, Mathieu. Chez Fizz, nos forfaits mobiles sont personnalisables et flexibles chaque mois. Ça vous laisse le loisir de changer d'idée et de le modifier selon vos goûts. C'est un peu comme quand vous commandez un... Latte, moitié vache, moitié amande, décaf, mais fais-le fort, s'il te plaît. Pour finalement prendre un... Oh, cappuccino, lait d'avoine, mais pas de lait. Juste la petite mousse sur le dessus.
Il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Et contrairement au barista à la moustache cirée, votre forfait Fizz, lui, ne vous jugera jamais. Pour des forfaits mobiles personnalisables et flexibles, Depuis des visitez semaines, le Fizz.ca. les passionnés de conduite remplacent le siège du conducteur par le fauteuil du salon. Maintenant qu'on recommence à sortir de chez soi, Mazda offre 0% de financement à l'achat, des options de crédit différées et la seule garantie à kilométrage illimité au pays. Redécouvrez le plaisir d'être assis au volant. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui avec votre concessionnaire Mazda. Pour toutes les nouvelles Mazda 2020, des conditions s'appliquent, détails chez vos concessionnaires Mazda. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mathieu, comment ça va? Toujours bien, toi? Très bien. Écoute, Mathieu, je te connais, on se fréquente, t'es un ami, t'es un gars, t'es un gentleman, je le dis souvent, t'es un gars d'une grande gentillesse, mais ce matin, tu jettes les gants dans ta chronique, là, t'es furieux. Ben, j'ose croire, j'espère que j'ai été poli, j'espère que j'ai été respectueux, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas été critique. C'est-à-dire, en gros, je fais référence à l'émission d'ouverture de Penelope McQuaid à Radio-Canada, c'était lundi, si je me trompe pas. Premier segment de la saison, première émission de la saison. Le thème, le livre La fragilité blanche de Robin DiAngelo, un livre qui mérite critique, à tout le moins pour le dire poliment. Donc, elle organise une table ronde autour de ça avec 3 invités, le militant Fabrice Ville, Nathalie Collard et Noémie Mercier. Et elle-même, comment ça s'appelle, Penelope McQuaid fait une présentation très élogieuse du livre. Et le problème, c'est que les 3 invités, sans la moindre nuance, encensent le livre, n'en disent que du bien. On est dans une espèce de séance, en fait, qui relève davantage de la propagande que de la délibération, du débat. Or, c'est un livre qui, quoi qu'on en pense, suscite des débats très, très vifs, qui suscite des controverses, qui suscite des désaccords de fond. Et ce que l'on voit, c'est que plutôt que de mettre en scène ce désaccord, mettre en scène ce débat, mettre en scène les contradictions, eh bien, on décide de nous faire une espèce d'adhésion obligatoire pendant toute l'émission. Je comprends pas que quand tu as 3 invités, tu peux pas en trouver au moins un qui a vraiment une vue divergente. Mais parle-nous des thèses de ce livre, là. Que dit ce livre? Ben alors, fondamentalement, la thèse de Robin DiAngelo, ça consiste à dire que le monde occidental serait fondamentalement les États-Unis, mais elle prête ça à l'ensemble du monde occidental à la manière des Américains qui croient que partout le monde est un double des États-Unis. Partout serait fondé sur le racisme qui serait non pas une opinion, qui serait non pas une pathologie, mais qui serait la structure même, la nature même de la civilisation occidentale depuis l'expansion européenne du 15e siècle. Donc, fondamentalement, derrière l'illusion de l'universalité, derrière l'illusion du colorblind, derrière cette aspiration à fonder notre société sur la culture, la citoyenneté, eh bien, il y aurait la domination blanche. Et tous les Blancs seraient racistes. Pourquoi? Parce qu'ils auraient été socialisés dans une société où l'identité blanche, qui ne se présente pas comme telle, mais qui se présente comme universalisme, tous les Blancs participeraient consciemment ou non à ce système raciste. Mais Mathieu, excuse-moi, mais Mathieu, dire tous les Blancs sont racistes, n'est-ce pas raciste? Ben, c'est d'abord et avant tout loufoque, grossier, sans intérêt et sans culture. Ensuite, on peut penser, oui, que c'est une forme de racisme, mais c'est tout le nouvel antiracisme qui s'exprime, ce que j'appelle l'antiracisme racialiste qui s'exprime à travers ça. C'est comme Ibram X. Kendi, qui est l'autre grand théoricien de l'antiracisme aux États-Unis en ce moment, qui nous explique que si la discrimination raciale a pour vocation de faire tomber le privilège blanc et dans son esprit et de rétablir la justice raciale, alors la discrimination raciale est légitime pour peu qu'elle avantage les groupes minoritaires. Il le dit comme tel, sans gêne. Bon. Et moi, donc j'y reviens, on est devant des thèses qui sont très, très radicales, ou à tout le moins qui sont polémiques, controversées. Or là, on est à Radio-Canada, on est sur les ondes publiques, on est dans la principale émission culturelle de Radio-Canada, l'émission de référence. Et il n'y a même pas la possibilité d'un désaccord modéré, même pas la possibilité d'un bémol, même pas la possibilité d'une perplexité. On est plutôt pendant une demi-heure de répétition de propos, et là on se dit, l'animatrice n'est pas sans talent,
Elle a fait carrière là-dedans. Elle est capable d'organiser un débat. Est-ce qu'elle a soit peur du pluralisme intellectuel, ce qui serait étonnant d'une femme qui connaît son métier, ou est-ce qu'elle le refuse, le pluralisme intellectuel, ce qui serait plus inquiétant? Et je réfère dans le texte, dans ma chronique d'aujourd'hui, à une déclaration qu'elle avait faite en 2017, où elle avait dit comme telle qu'aujourd'hui, elle ne veut plus inviter des gens dans ses émissions qui ne partagent pas ses valeurs humaines et ses valeurs créatives. Et là, tu lui rappelles... Lui dire que les ondes publiques, oui. Et là, tu lui rappelles, t'es pas en train d'inviter des gens chez toi dans ton salon. C'est correct là, que tu invites des gens dans ton salon puis tu t'attends pas d'avoir certaines personnes. Mais là, toi, t'es à la télévision publique. Ben, voilà. Et c'est la radio publique, la télévision, et c'est une confiscation des ondes publiques. C'est une privatisation des ondes publiques au nom d'une idéologie qu'on dit woke aujourd'hui, c'est-à-dire cette prétention à l'hypersensibilité aux revendications minoritaires, quitte à en perdre la raison quelquefois. Donc, au nom de cette idéologie-là, elle est tellement importante, elle est tellement sûre, c'est comme une vérité révélée, hein, il y a une dimension religieuse dans le mouvement woke, que, eh bien, le désaccord n'est plus possible. Il y a la vérité et l'erreur, il y a le bien et le mal. Et si vous n'êtes pas dans la vérité, vous êtes dans l'erreur. Or, comme le disent les croyants, on ne donne pas parole à l'erreur. On prêche, on convertit. Et moi, ça me fascine cette idée qu'on puisse privatiser ainsi les ondes publiques, qu'on puisse confisquer les ondes publiques. J'ai l'impression que le désaccord devrait, c'est la responsabilité première de la radio publique d'accepter, me semble-t-il, une divergence de perspective. Mais c'était pas le point de vue de Mme McQuaid. Bon, ben, Mathieu, elle a des boss, elle, Mme McQuaid. Le problème, c'est, y a-tu quelqu'un qui dirige Radio-Canada? Y a-tu un capitaine dans l'avion, un pilote dans l'avion? Moi, j'ai un boss à LCN, j'ai un boss au Journal de Montréal et j'ai un boss ici à Cube Radio, et si je chire, ils vont me dire, là, tu sais, comment ça se fait que les gens, et j'en parlais à Stéphane Bureau, parce que l'autre jour, j'ai été interviewé avec Benoît Dutrisac à l'émission de Stéphane Bureau, bien entendu, sur les ondes de la radio de Radio-Canada, et je lui disais qu'il manquait de diversité de points de vue à Radio-Canada, et il me disait que je faisais preuve de mauvaise foi, ce qui est totalement faux. C'est lui qui fait preuve de mauvaise foi en disant que ça n'existe pas, ce problème-là, mais les patrons de Radio-Canada ne le voient pas, ça. Ce qui est encore plus drôle dans ce cas-là, c'est que le contraste entre l'émission de Stéphane Bureau cet été et Pénélope McQuaid en ce moment est absolu. C'est-à-dire que Stéphane Bureau était un peu, si je peux me permettre, la caution liberté d'expression. Il reçoit des invités qui ne sont jamais reçus autrement. Stéphane Bureau qui a une autorité, une légitimité, il est dans la boîte depuis longtemps. C'est comme s'il peut se permettre ce que d'autres ne se permettraient pas. Donc on avait l'impression, en l'entendant, de prendre un bol d'oxygène. Donc évidemment qu'il y a une forme d'orthodoxie dans la radio publique. Ben oui. Mais le fait est que c'est la radio publique. Mais moi, j'ai pas tendance à expliquer les choses par le fait que les gens soient méchants ou gentils. Ça, pour moi, c'est une explication un peu trop rudimentaire. Moi, ce que je vois derrière ça, c'est la puissance d'une idéologie. C'est-à-dire, on est devant des gens qui croient avoir le monopole du vrai, du juste et du bien, et qui sont incapables d'imaginer un désaccord légitime dans la description même de la situation. Tu connais cette formule qui revient souvent, on nous dit, on est tous d'accord sur les objectifs, mais pas sur les moyens. Et là, un instant, on n'est juste pas d'accord sur la description du réel. Je veux dire, est-ce que, elle nous dit, par exemple, dans l'émission, Mme McQuaid, est-ce que elle nous dit que le Québec est une société comme d'autres, c'est pas une exception, fondée sur le racisme? Ben, c'est très intéressant comme point de vue, mais je suis pas d'accord du tout. Quand on avance quelque chose comme ça, il faut accepter l'idée qu'on a devant soi des contradicteurs qui au moins posent quelques points d'interrogation ici et là. Mais là, on est devant ce paradoxe de gens qui vantent le doute, qui vantent la tolérance, qui vantent la sensibilité à la diversité des points de vue, mais qui témoignent d'une difficile compréhension du fait qu'on puisse ne pas être d'accord avec eux. Et Mme McQuaid, hier, sur Twitter, hier soir, dit, en disant « J'ai jamais reçu autant de haine à cause de la publication d'une émission, celle sur la fragilité blanche. Je me demande bien pourquoi elle laisse entendre par là que ça déclenche des vagues racistes. » Elle avait dit dans l'émission, ça m'avait étonné, elle dit pourquoi le Québec, on a le sent endroit où les livres sur l'antiracisme ne sont pas en tête des ventes. Qu'est-ce que ça veut dire, laisser entendre par là qu'il y a une forme de tabou du racisme ici? On pourrait répondre inversement qu'on n'a pas la même histoire que les États-Unis, on n'a pas du tout la même expérience historique que les États-Unis, que même les minorités ici n'ont pas l'expérience historique de la minorité noire aux États-Unis. Donc, cette espèce de soupçon de racisme qu'on laisse filtrer, ça empoisonne le débat public. Et si la radio publique veut organiser un débat sur la question du concept de fragilité blanche, si elle veut normaliser ce concept-là, passe encore, mais encore faut-il accepter l'idée de problématiser la chose. Mais on nous présente tout ça comme une évidence. Ben oui. Des trois invités, bon, qui avait Fabrice Ville, mais bon, son propos n'est pas surprenant. Nathalie Collard, qui était là à la manière de la
progressiste pénitente, qui dit c'est vrai, je m'accuse de racisme après la lecture de ce livre qui m'a révélé à moi-même mes propres biais racistes. Et il y a Noémie Mercier qui a eu l'honnêteté de dire qu'elle n'avait pas lu le livre, ce qui ne l'empêchait pas d'être invitée par ailleurs, mais qui semblait néanmoins d'accord avec le tout. Donc c'est un peu étrange ce type de panel quand on est censé être la radio publique, qui est censé avoir une vocation de mettre en scène finalement la diversité des tendances qui traversent notre société. Écoute, j'espère avec un gouvernement conservateur, on sait jamais, on peut rêver que le nouveau ministre du patrimoine, parce que moi je m'attends à rien d'un gouvernement Trudeau, là, mais que le nouveau ministre du patrimoine conservateur rappelle à Radio-Canada qu'elle a un mandat de diversité et que la diversité, c'est pas seulement les accents, c'est pas seulement la couleur de peau, mais c'est aussi les opinions. Et là-dessus, ils ne respectent absolument pas leur mandat. J'invite les gens à lire ton texte où tu interpelles directement Penelope McQuaid. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci. Cet été, avec les CPG de RBC, protégez votre argent comme vous vous protégez du soleil. Pour découvrir les options de CPG qui conviennent le mieux à vos besoins et profiter d'une offre exclusive au Québec, parlez à un conseiller RBC dès aujourd'hui ou allez à rbc.com/protéger votre argent. 5 ans devient un plan sur 5 jours. Vous savez que vous faites affaire avec l'inhabituel. Exportation et Développement Canada est là pour aider les entreprises de toute taille avec des solutions financières et des conseils d'experts. Visitez edc.ca dès aujourd'hui. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Voici ce que Mathieu Bock-Côté hier a écrit pendant le débat des candidats péquistes. Il a dit « Si je n'étais pas déjà souverainiste, je ne le deviendrais pas en regardant ce débat ésotérique qui se déroule dans un monde parallèle. » Tu sais, quand Mathieu Bock-Côté trouve un débat entre 4 souverainistes plates, ça devait être plate en tabarouette. Salut Mathieu. Bonjour. C'est si plate que ça? Alors, plate n'est même pas le bon terme. Je dirais c'était lunaire. C'était dans un monde, c'était ésotérique. C'est-à-dire, le débat a commencé. Alors, fondamentalement, le point de départ pour un débat au Parti québécois en ce moment, c'est de reconnaître, me semble-t-il, que l'existence même du parti est compromise, que l'option souverainiste n'a jamais été aussi basse. Ensuite, si on est au Parti québécois, on croit que l'indépendance est absolument nécessaire. Donc, on explique comment on va sortir du gouffre, comment on va sortir de la situation difficile, comment on va reconstruire. Le débat part sur toute autre chose. Il part sur... En gros, c'est comme si l'indépendance était déjà faite. Et là, il y a une espèce de question, mais moi, je me suis demandé où est-ce qu'on était sur la voie maritime du Saint-Laurent, l'armée non militaire apparemment de Québec souverain. Là, je me suis dit, si ça continue, ils vont nous parler du programme spatial de Québec indépendant. On est à la veille de la colonisation de Mars par les Gaspésiens. Et là, donc une première heure complètement sortie du monde réel. Puis bon, ensuite, là, le réel est apparu dans les dernières minutes. Mais là, je me regardais ça, je me disais, quiconque n'est pas non seulement souverainiste, mais familier avec les débats du mouvement souverainiste, familier avec les querelles qui traversent le petit milieu du souverainisme militant, regardez ça, il a dû dire de quoi on parle, Seigneur Dieu. Et j'en blâme moins les candidats qui ont, depuis le début de la course, chacun d'entre eux ont fait des propositions sérieuses, réelles, qui méritent d'être débattues, que l'organisation du parti, manifestement, qui s'en tient à une espèce de formule bancale de débat à partir d'une déclaration de principe qui, dès qu'elle est parue, moi, je trouvais que ça ressemblait à un robinet d'eau tiède. Et là, donc, c'est une espèce de cadre qui étouffe le débat, qui le tire vers le bas et qui empêche les candidats de se faire valoir. Au total, finalement, tout cela était, comme je dis, décevant parce que j'avais des attentes, mais ennuyant au possible pour tous ceux qui ont vu ça pour la première fois. En tout cas, tu me fais rire, le programme spatial d'un Québec souverain. Mais Mathieu, donc, ils ne prennent pas la juste mesure de l'urgence de la situation. Avec ce paradoxe que, bon, on en parlait, je pense que c'était hier ou avant-hier, il y a le livre de PSPP qui prend au sérieux l'urgence de la situation, c'est le moins qu'on peut se dire. Quand Frédéric Bastien nous dit le Parti québécois est dans une situation critique, l'option d'indépendance est fragilisée parce qu'on a abandonné la question du régime et de la Constitution, il prend mesure. Chaque candidat, lorsqu'il s'est prononcé individuellement, quand Sylvain Gaudreault nous dit l'essentiel à la prochaine élection, c'est de regagner des députés. Donc on comprend qu'il y a un objectif raisonnable, modéré. Quand Guy Nantel, lui, il semble promettre l'indépendance sur 2 ans, ça nous rappelle les 1000 jours de Bernard Landry, mais il est conscient que le Parti québécois risque la disparition. Donc, chacun d'entre eux
pris et laissés eux-mêmes, sont assez conscients, sont assez lucides. Mais c'est comme si mis ensemble dans un débat qui est censé faire... C'est comme s'ils jouaient à risque, où ils jouaient dans on était dans une espèce de jeu où le Québec est presque déjà souverain. Mais à l'instant, moi, je suis un indépendantiste dans la catégorie enragé, pur et dur et excité, et je suis pas de ceux qui pensent que l'indépendance est au seuil de la réussite. Elle est au seuil de la tombe. Alors, quand on sait ça, quand on sait qu'on est plus proche des soins palliatifs que du podium de la conquête, eh bien, on se dit, là, franchement, il faut débattre de cette réalité. Elle était absente. Ensuite, la manière de thématiser les thèmes éducation et Québec souverain. Alors, moi, je suis, encore une fois, je le redis si c'est nécessaire, très indépendantiste, mais la question de l'éducation, sauf pour ce qui est du financement fédéral de l'université, c'est une question proprement québécoise. La manière qu'ils ont cherché à faire un lien entre les deux, ça marchait pas tant que ça. Donc, il y avait tous les travers du souverainisme autiste, du souverainisme autoréférentiel, du souverainisme enfermé dans son bocal étaient rassemblés dans cette étrange expérience de Web TV. J'ose croire que les 2 prochains débats seront plus connectés à la réalité, qu'ils prendront conscience du fait que sinon, ils vont gâcher une partie importante de leur course à la chefferie où ils pourraient amener les gens à s'y intéresser. Écoute, Paul Saint-Pierre Plamondon a écrit sur sa page Facebook qu'il est allé accorder une entrevue à une émission littéraire à la radio de Radio-Canada et que, bon, c'était très difficile parce que quand tu es souverainiste à Radio-Canada, c'est difficile. Mais première question, vous avez appelé votre fils Maurice. Est-ce que c'est en l'honneur de Maurice Duplessis? Ah non, mais ça, non, c'est l'émission de Marie-Louise Arsenault, mais comme je me disais, il n'y a pas d'émission littéraire à Radio-Canada. Il y a une émission militante qui se présente comme une émission littéraire. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Ça ne distingue pas cette émission de quelques autres. Mais ce qui est particulier, c'est que toute l'entrevue, c'était pour presque se justifier d'exister. Il y a eu la question qui était posée. Il y a 4 hommes blancs dans la course en ce moment. 4 hommes blancs. Bon, alors là, 4 hommes... Là, ça commence ce type de question qui racialise les candidats. Alors que ce que j'en sais, il n'y a pas d'interdiction à ce que des femmes... les grandes couleurs se présentent dans l'élection, mais non, pour une série de raisons, il y a encore quelques hommes blancs au Québec et apparemment certains d'entre eux sont candidats à la chefferie du parti. Donc c'était une entrevue qui était de mauvaise foi et là-dessus PSPP a eu raison, me semble-t-il, de dire que aller à Radio-Canada, ce n'est pas aller dans un terrain neutre, ce n'est pas aller dans un terrain objectif, c'est aller sur un terrain hostile. Et je pense que tous les candidats à la chefferie du Parti québécois qui doivent passer devant certaines émissions, surtout, faut le dire, le service politique est plus objectif, mais quand on rentre dans les émissions culturelles, ça devient militant. Là, c'est un environnement hostile. C'est une forme de procès déguisé avec un esprit de moquerie. Mais bon, encore une fois, c'est pas la fin du monde. Et il faut l'espace public étant ce qu'il est, la radio-télévision fédérale étant ce qu'elle est, on l'accepte comme tel. Mais il avait raison de le mentionner. Écoute, 10 petits nègres, le fameux roman, on l'a tous lu, de Agatha Christie. En fait, le titre original, je disais cette semaine que le titre original, c'était 10 Little Indians. Je pense que c'est un film qui était inspiré du roman qui avait été intitulé 10 Little Indians, alors que le titre original était And Then There Were None. Donc, maintenant, il n'en reste plus. On dit que 10 petits nègres, on va changer le titre du roman. Qu'est-ce que t'en penses? En même temps, petit nègre, c'est vrai que ça... Ah non, mais honnêtement, moi, quelqu'un qui aujourd'hui utiliserait le mot nègre pour parler de quelqu'un, j'aurais l'impression d'être devant un goujat, un raciste, quelqu'un d'absolument infréquentable dans tous les sens du terme. Quelqu'un qui utiliserait le terme nègre aujourd'hui mérite une déconsidération sociale totale. Mais ce n'est pas la même chose de dire cela et de dire il va falloir commencer à réviser les œuvres une après les autres pour amender, modifier, changer les titres. Parce que bon, on l'a vu avec Nègre blanc d'Amérique. Alors là, apparemment, que prononcer ce titre de livre à Concordia ou à la CBC, ça peut coûter le poste de celui qui ose de faire. C'est comme le nom de Dieu, hein. On ne peut pas le prononcer. Mais apparemment, il y a des mots blasphèmes aujourd'hui et certains titres ne doivent pas être prononcés. Et moi, ce qui m'inquiète avec ça, c'est que là, bon, c'est 10 petits nègres aujourd'hui, et la question, c'est demain, qu'est-ce que ça sera? Parce qu'à partir du moment où on lance une logique d'inquisition, où on change les titres qui nous dérangent dans le monde venu d'hier, quand on se met à transformer l'héritage, à le passer au tamis de la rectitude politique, eh bien, qu'est-ce qui va rester? Est-ce qu'on va pouvoir encore diffuser des westerns demain? C'est une question que d'ailleurs on n'en diffuse plus beaucoup, soyons honnêtes. Mais est-ce que ça va être encore possible de regarder un western sans qu'il soit recontextualisé? On l'a vu avec autant d'emportement. Mais aux États-Unis, Mathieu, aux États-Unis, il y avait une exposition sur John Wayne qui était annulée finalement. Sûr,
Oui, et bon, John Wayne, à cause de propos qu'il a tenus, qui n'étaient certainement pas des propos honorables, mais c'était, je pense, dans 1970, des propos condamnables, oui, mais l'homme ne se réduisait pas à ses propos regrettables, qui étaient par ailleurs tenus dans une autre époque. Alors là, bon, John Wayne va tomber. Clint Eastwood va finir par tomber, je crois, si on se fie à ce qu'on a vu dans son film Gran Torino. Il va se faire accuser d'asianophobie d'une manière ou de l'autre. Et là, on peut poursuivre ça très longtemps. Aucune œuvre qui réussit pas à traverser le tamis du politiquement correct, on va se retrouver dans une logique d'inquisition sur les œuvres du passé. Moi, je pense là-dessus au James Bond. Demain, quand on va se constater que la représentation du désir entre les hommes et les femmes et les relations hommes-femmes dans les James Bond ne correspondent pas exactement aujourd'hui à la représentation qu'on se fait du désir légitime dans les départements d'études féministes, est-ce qu'on va devoir recontextualiser les James Bond? Donc, on est dans une logique qui semble inarrêtable. Et la question de savoir à quel moment on dit, regardez, ce titre peut nous déplaire aujourd'hui, et on peut ne pas aimer l'entendre, mais c'est ça le titre. Et on accepte cette idée qu'on ne peut pas modifier le passé. Le passé se présente à nous, ensuite on peut se le ressaisir, on peut définir notre rapport à lui, mais il n'est pas permis de se transformer en police des symboles venus d'hier. Sinon, autrement dit, il n'y a plus rien qui ne va survivre symboliquement, culturellement, dans notre monde hyper frileux. Comment ne pas voir à travers ça une forme de puritanisme très inquiétante qui se radicalise et qui a traversé l'Atlantique maintenant. Et là, le titre, ça va être Ils étaient 10, plutôt. Mais tu sais, je reviens à ça. Le titre original, c'était pas Ten Little Niggers, là. Je crois pas. Non, il a été changé aux États-Unis, pour ce que j'en sais, par Agatha Christie elle-même a accepté de le changer en d'autres temps. C'est pour ça que la question en tant que telle, si l'auteur lui-même en d'autres temps décide de faire une modification, on peut entendre, on entend cet argument-là, mais dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, est un contexte véritablement d'inquisition. Le contexte qui est le nôtre est un contexte où on voit une espèce de meute idéologique se diriger pour faire tomber les œuvres une après les autres. Il y a eu des statues, il y a des films, il y a des romans. La question, c'est jusqu'où ça va aller tout ça. Donc, dans le présent contexte, ce n'est pas anodin que de changer le titre. Dans le présent contexte, cela témoigne d'une volonté inquisitrice. Dans le présent contexte, c'est une opération policière. Ensuite, on pourrait bien discuter dans un autre contexte, dans un autre environnement, de 1000 questions qui se présentent à nous. Mais en ce moment, quand certains commissaires politiques qui travaillent à la Pravda nous disent rien ne s'est passé et en fait c'est un progrès, eh bien qu'il nous soit permis de rappeler dans quel contexte nous évoluons aujourd'hui. Ce contexte est un contexte d'inquisition idéologique. Il faut quand même la peine de le noter. Oui, et on veut refaire l'histoire, alors que l'éducation, c'est quoi? Éduquer quelqu'un, c'est l'extirper de son milieu, l'extirper de son époque pour l'amener ailleurs. C'est-à-dire que, bon, regarde, un film des années 50, voici comment ça se passait dans les années 50. Voici. Là, non, on voudrait que tout soit refait à la lumière du présent, qu'on vive dans un présent perpétuel. C'est ce que Finkielkraut appelait, si je ne me trompe pas, l'ethnocentrisme de l'actuel. C'est-à-dire un présent autoréférentiel, un présent enfermé en lui-même, un présent incapable de s'imaginer autre chose que lui-même, un présent qui voit comme une insulte le fait que le monde a déjà été différent, et qui ne voit le monde d'hier qu'à travers sa propre lunette, qu'à travers sa propre loupe. Ça nous condamne donc à demain. On va ouvrir les grandes œuvres de la littérature. Et d'ailleurs, Patrice Jean l'avait suggéré dans un livre, je crois que c'est L'homme surnuméraire, si je ne me trompe pas, j'espère pas me tromper de titre. Il mettait en scène quelqu'un qui a pour vocation de réécrire les classiques pour les rendre acceptables à l'esprit de l'époque. C'est ce qu'avait deviné Orwell, qu'on peut citer aujourd'hui. Certains nous accusent de le citer de manière décontextualisée, alors qu'ils n'ont probablement jamais lu plus que 1984, il y a une vingtaine d'années. Orwell avait compris ça de manière très très fine, la logique du contrôle des mentalités. Et on pourrait en citer plusieurs qui ont vu cette logique-là. Et rapidement, là, dans 1984, il y a des gens qui travaillent dans un département où ils prennent tous les anciens journaux, tous les vieux journaux, ils les réécrivent pour que ça soit plus collé sur les valeurs du présent. Il a imaginé ça en 1948, George Orwell, il l'a vu.
Ben, c'est parce que Orwell a vu, et ça c'est quand même, ça relève du génie, il a vu l'Union soviétique, il a vu la logique du totalitarisme, et il a décidé, au-delà du cas soviétique, de penser le noyau idéologique du totalitarisme, le mode de fonctionnement du totalitarisme. Et qu'est-ce que c'est au cœur du fonctionnement du totalitarisme? Il y a la maîtrise du langage, le contrôle idéologique du langage, le contrôle du passé, le contrôle des symboles, le fait que le réel n'existe plus. Dans 1984, qu'est-ce qu'il faut faire plus que tout? C'est suivre la ligne du parti, quelle qu'elle soit. Le réel ne compte plus, ce qu'il faut suivre, c'est la ligne du parti, toujours s'y adapter pour demeurer dans les bonnes grâces du régime, jusqu'à être capable de dire s'il le faut que 2 plus 2 égale 5. Nous sommes dans une époque qui vit aujourd'hui que nous disions 2 plus 2 égale 5. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, on se reparle demain. Bonne journée. Mathieu Bock-Côté, bye bye. Salut. Chérie, cet été, là, je veux embellir le patio. Ouais, OK, là, mais notre crédit en a pris un coup dernièrement. J'ai entendu parler de Crédimatique qui offre des prêts personnels sans enquête de crédit. Il coûterait combien ton petit projet, là? Pas de danger de m'emporter. Les prêts vont seulement de 250 à 1250 $. En tout cas, j'ai vraiment pas le goût de passer une semaine à faire des démarches. Avec Crédimatique, c'est rapide. Dans une semaine, on va déjà être en train de profiter de notre beau patio. Besoin d'argent sans enquête de crédit? Pensez à Crédimatique. Faites votre demande. 5 ans devient un plan sur 5 jours. Vous savez que vous faites affaire avec l'inhabituel. Exportation et Développement Canada est là pour aider les entreprises de toute taille avec des solutions financières et des conseils d'experts. Visitez edc.ca dès aujourd'hui. Radio. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors, le Festival de Berlin a décidé de ne plus remettre de prix d'interprétation pour les hommes et pour les femmes. Ça va être un prix non genré. On va en parler tantôt, mais d'abord, je veux parler avec Mathieu Bock-Côté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. J'aimerais te parler rapidement, là, puis je suis allé voir les Roses hier. Rapidement, un truc que j'ai trouvé fort intéressant. Il y a toujours eu un flou dans l'histoire du FLQ. C'est la mort de Pierre Laporte. On n'a jamais su vraiment est-ce qu'il a été exécuté, assassiné ou il est mort accidentellement. Et ça a toujours été un flou qui a été entretenu par le FLQ. Et en regardant les Roses, il y a Jacques Rose qui parle, et si on lit entre les lignes, Jean Croze nous dit finalement que Pierre Laporte a voulu s'échapper, il a cassé une fenêtre, il s'est blessé gravement et il est mort des suites de ses blessures, mais eux, c'est ce que moi j'ai compris, c'est mon analyse, mais eux, ils ont dit non, on va faire comme si c'était une exécution parce que le Québec, à ce moment-ci, pour avancer, a besoin d'une exécution politique, d'un assassinat politique. C'est bizarre, c'est quand même le flou qu'ils ont entretenu sur la mort de Pierre Laporte. Ben alors moi, je le comprends un peu différemment. C'est-à-dire, je crois qu'il y a tout autant de Québécois qu'il y a de théories sur la mort de Pierre Laporte, ou l'inverse. Mais ce que j'en comprends, c'est que oui, on a toujours, ce qui est un peu représenté comme tel par Falardeau dans son film Octobre, oui. C'est Pierre Laporte essaie de se sauver en se jetant, en se défenestrant. Il se blesse. Et moi, ce que j'en comprends, mais ça, c'est toute l'histoire du FLQ qui se révèle à travers ça, c'est qu'on est devant des petits gars, pardonne la formule, qui savent tout simplement pas dans quoi ils sont embarqués. Puis là, ils sont débordés par la situation. Et puis, ils se disent, on va aller jusqu'au bout. C'est comme s'ils veulent... Même quand vient le temps de faire un acte terroriste, ou à tout le moins un acte de violence révolutionnaire, pour le dire avec le vocabulaire de l'époque, même là, il y a une forme d'avortement provincial de la violence révolutionnaire. Donc moi, j'y vois une forme d'amateurisme jusqu'au bout. Et avec cet aveu de Jacques Rose, à peu près après un demi-aveu, mais qui compte, c'est qu'il dit, il serait pas mort si on ne l'avait pas kidnappé, mais au fond de lui-même, il le dit presque à demi-mot, ça nous a complètement échappé. C'est assez intéressant comme révélation. Ben tout à fait, complètement. C'est comme, mais c'est bizarre qu'ils ont revendiqué le meurtre de Pierre Laporte alors qu'il est mort des suites d'un accident. Oui, mais alors moi, je pense qu'ils ont moins revendiqué disons, on va le dire dans leurs propres mots, le meurtre de Laporte que sa mort. Dans leur esprit, il y a une ambiguïté là-dessus. Et je pense que le flou, c'est parce qu'on est quand même devant des gens qui ont adhéré à la mystique révolutionnaire. La mystique révolutionnaire, ça veut des hommes résolus qui vont jusqu'au bout, jusque dans la disgrâce au nom des idéaux pour lesquels ils sont prêts à s'immoler. Et j'ai l'impression que devant ça, on est des gens qui ont voulu aller jusqu'au bout de leur histoire et de leur récit,
mais c'est un récit, c'est comme dire, mais ils s'y sont laissés emporter. C'est comme, ils ont fait le kidnapping, mais à partir de là, ça leur échappe complètement la suite des choses, et ça se révèle avec le Paul Rose, finalement, qui n'était pas là au moment où il meurt, qui lui-même, à ce qu'on en comprend, à ce qu'on, tu sais, quand on multiplie des conversations, lui-même, quand il a appris que Laporte était mort, on comprend qu'il était effaré, mais il décide de dire, on est tous embarqués là-dedans, donc on est tous coupables, donc on est tous, oui, très tous liés. Exactement, très particulier, ça, cette décision-là du FLQ de dire, oui, on est responsable. Enfin, cela dit, c'est vrai, s'il n'avait pas kidnappé, responsable, il l'était à 100%. Il l'était à 100%. Moi, c'est pour ça que j'ai de la misère. Le FLQ, je l'ai jamais caché. J'ai une forme d'opposition fondamentale à cette histoire-là. Moi, je suis du côté de l'indépendance démocratique. Mais je constate, c'est la beauté du film de Félix Rose. On a oublié à quel point on était poqué puis magané. On a oublié à quel point on était dans une situation prolétarisée dans notre propre pays, dominée, humilié, et que cette pesanteur-là, pour une bonne partie des Canadiens français, dans une époque où la violence révolutionnaire avait un côté poétique, eh bien, on devine que certains se sont dit, ça peut plus durer, puis on va tout changer. Et moi, je retiens pas la violence, mais je retiens la misère. Puis quand aujourd'hui, on nous explique que non, vous souffriez pas tant que ça, hein, vous étiez blanc, ouais, c'est ça. Oui. Forcez-vous un peu, et ça va peut-être vous changer 2-3 idées. Et en terminant là-dessus, il y a une scène extraordinaire où après les événements, après sa sortie de prison, Jacques Rose prend la parole dans une convention du PQ, et là, il a un standing ovation, une ovation pour Jacques Rose, et là, tu vois René Lévesque effondré, René Lévesque qui se pogne la tête avec sa main en disant, c'est pas vrai, ils sont pas en train de saluer un terroriste. Ah ben ça, c'est pour ceux qui sont familiers en péquistologie, ce qui est un peu mon cas, c'est une scène classique de l'histoire du PQ. C'est-à-dire, on est après le référendum, on est après l'échec de l'indépendance, et là, saluer Jacques Rose, c'est une manière de se dire on va jusqu'au bout. C'est une manière de dire on continue. C'est une manière de dire on n'a pas honte de ce qui s'est passé. Puis de l'autre côté, il y a René Lévesque qui en 70, faut pas l'oublier. Lui, il n'y a pas d'ambiguïté, il condamne ça. Il connaissait Pierre Laporte, il trouve ça effrayant ce qu'on a fait à Pierre Laporte. Il n'a pas oublié ça. Et pour lui, c'est tout un contexte où dans son esprit, le parti se radicalise. Le parti veut abolir le référendum, le parti veut abolir l'association, le trait d'union, puis le parti célèbre Jacques Rose. Et là, c'est là qu'on voit l'espèce d'histoire de désamour entre une partie de la base militante péquiste et René Lévesque qui se confirme autour de cette scène qui est véritablement une scène classique, une scène d'anthologie télévisuelle de notre histoire politique. Ah oui, vraiment, là où tu vois les deux branches, la branche démocratique et la branche plus violente, Action directe. Écoute, on revient au Festival de Berlin. Je sais que toi, ça va te mettre dans tous tes états, qu'il n'y a plus de prix d'interprétation masculine, d'interprétation féminine. Cela dit, je vais faire l'avocat du diable, OK, Mathieu, pour la conversation. Il n'y a pas le prix du meilleur réalisateur et de la meilleure réalisatrice. Il n'y a pas le prix du meilleur technicien de son et de la meilleure technicienne de son. Le seul prix qui est vraiment comme remis et à un gars et à une femme, c'est le prix d'interprétation. C'est quand même... pourquoi? Là, ils vont remettre 2 prix d'interprétation, un prix pour le rôle principal et un prix pour le rôle de soutien. Et ça peut être un homme ou une femme qui le gagne et tout ça. Je trouve ça pas si mal comme décision. Je sais pas, toi, t'es pas d'accord? Non, en fait, pour quelques raisons. La première, c'est encore une fois, on en parlait hier sur un autre registre, c'est le contexte. Et les raisons qui sont données. La raison, c'est que hommes et femmes, ce serait exclusif, ce serait discriminatoire envers les personnes qui ne s'inscrivent pas sous le signe de l'identité masculine ou féminine. Donc, encore une fois, au nom de la lutte contre les discriminations, qui est quand même le slogan qui domine notre époque, on va abolir le réel. Ensuite, l'humanité est sexuée, hein, c'est comme ça, c'est pas un choix, c'est pas une préférence, c'est pas un vœu, c'est pas parce que j'aime ça puis d'autres aimeraient pas ça, c'est parce que c'est un fait. Or, le fait est que cette réalité-là, aujourd'hui, au nom de l'idée de la diversité, de la lutte contre les discriminations, eh bien, on veut abolir cette différence fondamentale, rôle féminin et rôle masculin. On pourrait le défendre de la manière suivante, me semble-t-il, et de manière tout à fait sensée.
l'humanité étant sexuée, il y a des types de rôles. Ensuite, on peut dire qu'une femme peut toujours jouer le rôle d'un Navy SEAL, puis un homme peut jouer le rôle, peut faire Madame Doubtfire, disons ça comme ça. Là. Mais en dernière instance, il y a quand même on pourrait des types humains particuliers à travers l'histoire. Il y a des types humains portés par la culture. Et de ce point de vue, c'est une manière de reconnaître cette diversité humaine fondamentale, cette dualité humaine fondamentale dans des rôles, donc dans des personnages, donc dans des manières d'incarner l'humanité, le masculin et le féminin, dans travers les archétypes qui y sont liés. J'ajouterai un autre élément qui me semble assez fondamental. On est dans un paradoxe. À une époque, dans un monde où aujourd'hui on se désole de l'invisibilisation des femmes, eh bien là, on efface un prix où il y avait une forme de distinction qui reconnaissait la distinction fondamentale homme-femme dans un domaine où ça compte, le théâtre, dans un domaine où ça compte, le cinéma. Mais pourquoi un rôle? Le rôle. Pourquoi un prix pour la meilleure actrice et le meilleur acteur? Tu sais, c'est jouer, là, que tu sois un gars ou une fille, c'est jouer. Oui, jouer, c'est jouer, mais sachant, moi, je le redis, c'est qu'à un moment donné, on peut pas neutraliser intégralement le genre humain, on peut pas neutraliser intégralement l'espèce humaine, et surtout parce que ces prix-là étaient déjà là, ça correspondait à une tradition, ça correspondait à une manière d'être, une manière de voir les choses, c'est de même dans la plupart des festivals, soit dit en passant. Et là, on nous dit finalement que, parce qu'il faut comprendre l'argument derrière ça, c'est que c'est discriminatoire pour ceux qui s'identifient ni comme homme ni comme femme. OK. C'est-à-dire là, on nous explique toujours, moi, qu'on soit ouvert à la réalité, par ailleurs marginale, de ceux qui se sentent étrangers à leur propre corps ou leur identité sexuelle. OK, il n'y a pas de souci. Une société libérale est une société tolérante. Et dans les marges, on trouve des gens qui ont une expérience marginale, mais qui n'en est pas moins digne de respect. Et il faut tendre la main à ces gens-là qui sont souvent dans une situation de difficulté existentielle indéniable. Très bien, il n'y a pas de souci. Personne n'a de problème avec ça. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on veut faire de la marge la nouvelle norme. On veut faire de la marge la nouvelle norme. Et moi, cette prétention à faire de la marge la norme, tout comme on nous dit aujourd'hui que la fluidité identitaire doit être la norme et le fait d'être homme ou femme relève finalement d'une forme de prison mentale relevant du conservatisme social, je dis non. La fluidité identitaire et la fluidité d'identité sexuelle n'est pas la norme. Et les normes, quoi qu'on en pense, ne sont pas que des constructions majoritaires écrasantes pour les minorités. Ça s'ancre dans une anthropologie, ça s'ancre dans la réalité humaine la plus fondamentale. Donc moi, cette espèce de volonté de déconstruire intégralement tout, devant ça, je dis non. Et c'est drôle, on rit des gens qui ne croient pas à la science et qui disent que la Terre est plate, sauf qu'on ne rit pas des gens qui disent que les sexes n'existent pas. Or, c'est de la science, ça s'appelle la biologie. Oui, ça, il y a Jean-François Bronstein qui a écrit, j'espère que je vais pas mal citer son livre, mais Quand la philosophie devient folle, ou quelque chose comme ça. Oui. C'était une étude exceptionnelle, je l'ai reçu à mon émission d'ailleurs, donc sur les travers, les dérives idéologiques de la philosophie aujourd'hui. Donc, il s'intéresse notamment à la théorie du genre, il s'intéresse à l'animalisme, et il s'intéresse ensuite au rapport au post-humain, le côté funéraire, le rapport à la mort aujourd'hui. Et il nous dit un instant, nous, dans une époque dit très scientifique, eh bien, on a décidé que Judith Butler et les théoriciens du genre qui nous veulent déconstruire l'identité à partir d'une conception purement fantasmée de l'humanité, eh bien, ça, c'est la nouvelle norme scientifique. Un instant, là, ça devient un peu étrange. La science, on y adhère, on n'y adhère pas, et c'est pas ce qu'on en sait la théorie du genre qui va refonder notre rapport à la biologie. Donc là, il va falloir savoir dire non à ce discours, mais moi, j'ai une thèse là-dessus qui me frappe de plus en plus, c'est que l'idéologie woke, qui est un peu à la mode, qui vient avec cette espèce d'hypersensibilité à la diversité, ça permet à des gens qui ont une culture de chroniqueurs, de potins, de variété, de se donner soudainement une colonne vertébrale intellectuelle. Ça leur donne le sentiment d'une existence morale, ça permet de transcender son insignifiance, ça permet de devenir une norme militante et ça permet de se prendre pour un principe éclairant pour l'humanité entière. Et j'ai l'impression qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans cette espèce de gadou intellectuel, mais qui ont l'impression de se grandir en se disant woke ou quelque chose comme ça, et puis abolir le masculin et le féminin passe pour une nouvelle manière d'être progressiste. Il faut dire que c'est plus facile d'abolir le masculin et le féminin par un décret théorique que de transformer une société pour véritablement lutter contre des inégalités sociales, véritablement lutter contre le capitalisme transnational dans ses délires, véritablement restaurer les frontières, décréter que l'homme et la femme n'existent pas. C'est à peu de frais se donner une réputation de révolutionnaire. Tout à fait. Merci, Monsieur Mathieu Bock-Côté. Merci, Monsieur Martineau. Bon week-end.
Chérie, cet été, là, je veux embellir le patio. Ouais, OK, là, mais notre crédit en a pris un coup dernièrement. J'ai entendu parler de Crédimatique qui offre des prêts personnels sans enquête de crédit. Il coûterait combien ton petit projet, là? Pas de danger de m'emporter. Les prêts vont seulement de 250 à 1250 $. En tout cas, j'ai vraiment pas le goût de passer une semaine à faire des démarches. Avec Crédimatique, c'est rapide. Dans une semaine, on va déjà être en train de profiter de notre beau patio. Besoin d'argent sans enquête de crédit? Pensez à Crédimatique. Faites votre demande à crédimatique.ca.